Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et ce podcast aujourd'hui est dédié à Samhain, la fête qui marque le 31 octobre et que vous connaissez certainement sous le nom d'Halloween, ou vous connaissez peut-être Samhain mais c'est écrit Samhain et ça se prononce pas Samhain parce que sinon ce serait trop simple. En fait c'est du gaélique et c'est une langue très compliquée à prononcer. Voilà. Je vais vous parler donc de Samhain parce que c'est un sabbat appartenant à la roue de l'année qui nous permet de nous connecter au cycle de la nature. C'est vraiment l'avantage principal de la roue de l'année, c'est de nous faire reprendre contact avec le cycle de la nature. Je rappelle que la roue de l'année est une construction. Ça n'est pas une tradition, ça n'est pas une pratique directement venue de nos ancêtres pré-chrétiens. C'est une reconstruction des années 70, mais de même que la Wicca est une religion créée dans les années 50. Voilà. C'est pas parce que c'est récent que c'est pourri. Sinon, il y a bien des choses que vous ne croiriez pas. Si on devait valider uniquement par l'ancienneté. Alors vous avez très certainement entendu dire ici et là que pour les sorcières, Samhain marquait le début de l'année. Alors déjà, il y a des mots là qui doivent être un petit peu compliqués, avec lesquels il va falloir se réconcilier. C'est sabbat, sorcière... Samhain, voilà. Moi, je vais vous présenter quelques informations d'abord sur l'origine de cette fête, sur l'histoire de Samhain, que vous connaissez mieux sous le nom d'Halloween, mais je vais vous parler aussi du lien entre Samhain et la Toussaint et le Jour des Morts dans la tradition chrétienne. Et tout ça, on va en parler maintenant. Alors, soyons clairs. Quelle est l'origine de Samhain ? Eh bien, l'origine de Samhain est une origine celte. On considère qu'en ancien irlandais, Samhain signifiait fin de l'année. C'est un peu compliqué parce que au total, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de textes et les textes qu'on a, ils sont critiques. Ils sont ils sont écrits par les vainqueurs, n'est-ce pas ? Et les Celtes ne sont pas les vainqueurs. L'histoire est faite par les vainqueurs systématiquement. Donc on en a une vision décalée. Et puis c'est une vision qui a été énormément galvaudée par le christianisme qui voyait un vrai ennemi dans le paganisme et qui a beaucoup œuvré à soit éradiquer, soit intégrer les habitudes et les traditions païennes. Samhain quand même a une origine celtique importante. Alors il faut comprendre que dans la pensée celte, il y avait deux saisons, l'hiver et l'été. Et, ça ne plaît même pas l'hiver et l'été, c'est la saison des ombres et la saison des lumières. Et Samhain est le moment, le jour, où on passe de la saison des lumières à la saison des ombres. Samhain était donc un jour où ensuite, c'est-à-dire après ce jour-là, quelque chose se passait au niveau de la lumière. Et on en a trace ça dans des activités druidiques qui ont été d'abord éradiqués par César et ensuite par les chrétiens. Ils n'ont pas eu de bol, les druides. Ils étaient les ennemis d'un petit peu tout le monde. Mais ça, c'est ce que je vais vous raconter est un petit peu tardif, c'est-à-dire par rapport à une antériorité celte et des traditions celtes qui existaient évidemment avant le christianisme. Ce dont je vais vous parler, c'est quand même des traditions qui datent d'après l'ère commune. Quoi qu'il en soit, cette date, elle avait un temps, elle était pointée d'une date très précise, c'est à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Donc à mi-chemin, dans la roue de l'année, entre Mabon et Yule. L'équinoxe, c'est le moment, c'est un moment de récolte et de fête de gratitude à l'égard des récoltes. Et Yule, c'est le moment où, dans la Wicca,
le dieu Ou et le dieu Shen entrent en combat, mais gagne le dieu Shen, parce que même si Yule est le solstice, c'est-à-dire le 21 décembre, c'est-à-dire le moment où pour nous, en nos contrées, l'hiver commence, astrologiquement parlant, le 21 décembre, c'est le moment où les jours commencent à grandir, pour arriver au 21 juin, où les jours cessent de grandir. C'est-à-dire que nous vivons dans un temps éminemment paradoxal, et il faut le conscientiser, parce que c'est la réalité de la nature, le paradoxe. C'est la rationalité humaine qui tient absolument à ce que tout soit univoque, mais ça n'existe pas, cette univocité, hors mentalisation humaine. Et je pense que notre temps a réellement besoin qu'on arrive à sortir de ce cadre de mentalisation humaine. Et donc, le 21 décembre, c'est à la fois le début de l'hiver et à la fois le moment où les jours commencent à grandir. Pour les anciens Celtes, il était clair qu'il y avait un moment où il y avait de la lumière dehors et un moment où il n'y en avait plus. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait symboliquement? Parce qu'on faisait beaucoup de choses symboliquement. À ce moment-là, symboliquement, on laissait les feux du foyer s'éteindre à l'intérieur des maisons familiales pendant les récoltes. Et pourquoi les laissait-on s'éteindre? Parce que quand la récolte était terminée, les prêtres, les druides, se réunissaient pour allumer un feu communautaire avec un système très particulier, un système d'une roue qui provoquait des frictions et des étincelles. Et cette roue, si on utilise la roue de l'année, c'est bien parce que cette notion de roue, cette notion cyclique est extrêmement importante dans cette conception du monde qui comprend que derrière toute mort, il y a la vie. À l'inverse de la religion catholique ou les religions chrétiennes en général, où la mort doit être accompagnée de crainte, parce que c'est ainsi qu'on tient les gens durant leur vie. C'est vraiment un concept très 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 important. Je veux dire, c'est un paradigme de base, ça. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en ce qui me concerne, c'est pour ça que je suis païenne. C'est indépendamment du fait que j'ai été appelée et que voilà, ça c'est une histoire personnelle, mais intellectuellement, ça me convient bien mieux de voir dans mes croyances ce que je vois à l'extérieur, c'est-à-dire que tout cycle est indépendant de moi et qu'il y a mort et renaissance en tout. Il est très intéressant de voir que cette notion de mort et de renaissance, elle se passe justement au moment où nous sommes astrologiquement dans le soleil est en scorpion, et le scorpion, c'est très exactement cette vibration-là qu'il nous transmet, cette compréhension de la mort et de la renaissance. Alors, quand l'étincelle était créée à l'aide de cette roue, représentation symbolique du soleil, on apportait, chacun chez soi, une flamme du bûcher communautaire pour rallumer notre âtre. Et c'était vraiment fondamental, d'ailleurs à tel point que il semblerait que une participation ait été obligatoire. Moi, j'ai pas de preuve, j'ai pas comment dire, j'ai pas de texte à l'appui pour ça, je l'ai lu, mais voilà. Ce temps de Samhain entre la lumière et l'ombre, et un temps où on a dit que le voile s'affinait entre les mondes. Alors pourquoi ça? Eh ben parce que traditionnellement, Samhain est une période liminale. C'est un mot que j'emploie assez souvent, ça, liminal. C'est une période frontière. C'est une période où le voile, où la porosité entre les mondes s'affine, entre ce monde matériel et vous avez très certainement pu lire Le Monde des Morts. Mais non, le voile ne s'affine pas que entre notre monde des vivants et le monde des morts. Le voile s'affine entre tous les mondes. Parce qu'en fait, en vérité, pour toute personne pratiquant l'occultisme, les morts, ils sont là. Ils n'ont pas besoin d'attendre Samhain, ni Beltane d'ailleurs, dont je parlerai plus tard. Ils n'ont pas besoin d'attendre une date particulière où ils sont en train de se presser au portillon pour venir. Non, c'est pas ça. C'est juste que ce temps-là, ce jour de Samhain et le jour de Beltane, qui est le 30 avril, qu'on verra plus tard, sont des jours qui sont ni dans un cycle ni dans l'autre. Et donc, ce sont des jours où l'humain peut se concevoir comme
capable d'être en lien avec les mondes extérieurs, avec les mondes qui ne sont pas les mondes du vivant, mais avec ceux des énergies, de ceux qui sont partis et pas complètement partis, et de ceux qui sont partis et qui reviennent de temps en temps, et de ceux qui sont pas partis du tout, et de ceux qui n'étaient pas humains mais qui restent là, parce que tout autour de nous, à partir du moment où on accepte que tout est énergie, à partir du moment où on accepte que notre vision du monde uniquement limitée au concret et au matériel est une vision anthropocentrique du 19e siècle qui ne va pas plus loin. Hein. Elle est née, évidemment qu'elle est née au moment des Lumières, et évidemment que la période des Lumières, philosophiquement, nous a apporté beaucoup de liberté. Mais c'est comme tout, il faut mesure garder, et nous n'avons pas gardé la mesure, et nous avons été pris par l'hubris, par l'orgueil de penser que tout était anthropocentré et que tout était à l'échelle de l'humain et pas n'importe quel humain, n'est-ce pas, un humain masculin et blanc. Donc ça, c'est vraiment une vision impérialiste qui a certainement apporté des choses positives, mais dont il faut se débarrasser maintenant parce que nous arrivons réellement à son terme et que elle nous assèche plus qu'autre chose. Mais quand on pratique un petit peu l'occultisme, on sait très bien que les mondes des non-vivants sont là toujours à côté de nous. Sauf que à Beltane, à Samhain, il se passait quand même quelque chose. On dit qu'il se passait quelque chose. On dit que le petit peuple, voilà, puisque c'est une tradition irlandaise. Moi, j'aime bien parler du petit peuple parce que le petit peuple, ce sont les fées, n'est-ce pas, les gnomes, les élémentaires, toutes ces formes de vie. Qui ne sont pas humaines ni énergétiquement à l'intérieur des vibrations facilement captables par l'humain. Comme, je sais pas, les ultrasons, par exemple. Les ultrasons, plus on vieillit, moins on les capte. Eh ben, petit peuple, c'est un peu ça. C'est un niveau de fréquence qui n'est pas facilement accessible à l'humain et qui n'a rien à voir avec les morts. Hein. Ça n'a jamais été humain, hein, le petit peuple. Et puis, ça n'a jamais été véritablement positif. Je veux dire, les fées, voilà, on a envie d'imaginer des fées comme des êtres gentils, les bonnes fées, la bonne marraine. Bon, bah ça, c'est une reconstruction à partir d'une réalité qui est tout autre. Les fées, les trolls, les gnomes, demandez aux Islandais, aux Irlandais, ce sont des êtres moyennement sympathiques, et puis en plus, ils en veulent beaucoup aux humains, globalement. Parce qu'ils sont là de toute éternité, hein. Enfin, voilà, la question du temps ne se pose pas pour eux, et que nous, humains, nous sommes arrivés sur leur terre, alors que ça les arrangeait pas. Donc voilà, à ce moment de l'année, il semblerait que le monde des autres univers soit plus facilement accessible pour les humains, et je pense que c'est lié justement à cette journée portail, ce sas entre deux temps qui n'existe ni dans un cycle ni dans l'autre, enfin c'est la fin d'un cycle quoi, donc il y a un moment portail. On a le même de l'autre côté à Beltane, c'est-à-dire de l'autre côté des 6 mois, à Beltane, on a Samhain et Beltane. Beltane, c'est le 30 avril. La nuit du 30 avril au 1er mai est une nuit connue dans les pays germaniques comme la nuit de Walpurgis, à partir du nom d'une sainte, Sainte Walpurge, du 8e siècle. Alors, c'est une fête qui est donc à qui on a donné un nom chrétien, mais ça, c'est parce que il n'y a pas de meilleure manière d'éradiquer un ennemi que de le manger. Et pas le manger au sens de le détruire, mais de le manger au sens de le métaboliser. Il n'y aurait pas eu autant de saints dans la religion catholique s'il n'y avait pas autant de dieux au préalable. Et si l'humain n'avait pas cette grande nécessité, en fait, d'avoir des appuis un peu plus proches qu'une immense divinité lointaine. Donc la nuit d'Alpurgis, c'est l'exact opposé de la nuit de Samhain. C'est une nuit également où on rentre de la période de l'ombre à la période de la lumière, c'est le 30 avril, entre le 30 avril et le 1er mai. Et c'est vraiment le moment du passage de l'hiver à l'été, et c'est un temps qui n'a pas été, qui rentre moins en fait dans la tradition, dans les habitudes culturelles actuelles. Mais en Angleterre, par exemple, il y a le Maypole, le
l'arbre de mai. Dans les pays germanophones, il y a donc la nuit de Walpurgis. En Suède, il y a quelque chose qui est fêté aussi à ce moment-là. Dans les pays purement catholiques, non. Pour bien des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais la nuit du 30 avril au 1er mai est une nuit qui est également considérée comme une nuit de sorcière, de la même manière que Samhain est considéré comme le nouvel an sorcier. Et je vais vous parler tout de suite de la raison pour laquelle on parle du nouvel an sorcier. Je voudrais juste terminer ce point historique pour éclaircir un petit peu les choses. Le 31 octobre, c'est donc Samhain. Mais c'est également Halloween. Et quel est le lien entre les deux? Eh bien, le lien Halloween, c'est Hallows, ça veut dire tous les saints en fait. Hein. Et c'est une manière de rapporter cette relation qu'on pouvait avoir traditionnellement hors contexte religieux avec des puissances non humaines. Les religions institutionnalisées et monothéistes ne permettent pas à l'humain d'avoir une relation d'avoir une relation individuelle avec les mondes spirituels. La spiritualité devait être dirigée, construite, dogmatisée avec un credo, c'est-à-dire que c'était pas à vous de croire ce que vous croyez, c'est pas à vous de voir ce que vous voyez, vous devez croire et voir ce qui est dit parce que c'est la vérité avec un grand V. Et cette notion est tellement importante que c'est le 31 octobre 1517 que Luther a cloué sur la porte de l'église de Württemberg les principes de sa réforme protestante. Ce qui s'appelle en tout cas après le protestantisme. Et c'est parce que, bien évidemment, il savait que le 1er novembre allait avoir une foule à se précipiter à l'église. Il n'avait pas de notion de Samhain ni quoi que ce soit. Simplement, le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et c'est la Toussaint, hein, c'est la fête de tous les saints. Et le 2 novembre, c'est le jour des morts. Dans la religion catholique, il y a donc eu confusion entre les deux, entre les morts et les saints. C'est pour justement faire valoir que si on se comporte selon le credo, selon la règle, selon le dogme, selon la religion catholique, il y a possibilité après la mort, d'accéder au salut. Donc tout ça, ça part sur l'idée qu'il faut un salut et que vous n'êtes pas en mesure de diriger votre vie, que le pouvoir d'agir ne vient pas de vous, mais vient de l'extérieur. C'est vraiment une externalisation du locus de pouvoir qui est la meilleure méthode pour maintenir une foule, n'est-ce pas? Ce qu'il faut quand même concevoir, c'est que avant l'an 900, la Toussaint était en mai. Alors, elle n'était pas entre le 30 avril et le 1er mai, elle était autour du 10 mai, parce que ça correspondait à des dates traditionnelles romaines de vénération des défunts. Et pour contrecarrer la puissance des préceptes, des pratiques païennes et très certainement druidiques à ce moment-là, on a déplacé, c'est un pape qui a décidé de déplacer la Toussaint la Toussaint au 1er novembre. Et de mettre le jour des morts après, parce que il y avait une telle prédominance des pratiques liées au culte des morts hors contexte religieux, que ça faisait peur. Voilà pour le point historique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la spiritualité de Samhain. Pourquoi c'est important, Samhain? Parce que Samhain, c'est le point exact entre l'équinoxe et le solstice. Et d'ailleurs, on a une date fixe, qui est le 31 octobre. Et puis on a une date astronomique, astrologique, qui est cette année, en 2022, entre le 7 et le 8 novembre. Cette date, Samhain, nous rappelle que tout est cycle et que la mort fait partie de la vie. Et spirituellement, c'est un moment où on a un certain nombre de choses plus facilitées, en fait. Quand on parle de telle activité qu'on doit faire à tel moment de l'année, c'est tout simplement parce que elles sont facilitées par le contexte énergétique. Genre, il est plus facile de skier là où il y a de la neige. Donc, il est plus facile d'être en lien avec ces ombres à partir du moment où il y a moins de soleil à l'extérieur. Voilà, c'est bête comme chou, cette affaire.
Et tout est cycle, hein, tout est cycle. Euh, Tout est cycle et nous avons commencé à le comprendre. Alors dans les années 50, quand la Wicca a été inventée, on peut toujours dire que bon, c'est pas une religion inventée, mais historiquement c'est une religion inventée. Ça n'est pas une religion révélée. C'est-à-dire que c'est la structuration par des bonnes âmes illuminées d'un contexte de croyance sensé et cohérent autour de principes anciens. Anciens, c'est-à-dire à la fois pré-chrétiens et à la fois pré-modernes. Parce qu'on est en 1950 et qu'en 1950, on commence déjà à saturer de la modernité quelque part. La Deuxième Guerre mondiale et les exactions nazies comme les exactions staliniennes ont commencé à faire douter l'homme de la validité du progrès. Et c'est dans des moments de doute que se créent des concepts. Alors la Wicca, moi je l'aime beaucoup parce que c'est ma croyance. J'ai du mal à dire que c'est ma religion parce que religion ça veut dire relier et que je suis une praticienne totalement solitaire. Mais ça c'est ma personnalité, hein, c'est moi. Mais la Wicca est quand même bon, c'est une religion qui est qui a connu un essor dans les années 80, en fait comme une espèce de pendant au New Age et à cette tendance Love and Light qui balayait un petit peu toute forme de rationalité, de réflexion, voilà. La Wicca demande de la réflexion. Elle demande énormément en fait à ses fidèles, à ses participants, à ses croyants. Elle demande beaucoup. Hein, c'est vraiment, c'est très très exigeant. Il ne suffit pas de prier quelques jours et d'aller causer à quelqu'un pour se faire absoudre de péchés qui n'existent pas d'ailleurs. Non, puisque notre directeur de conscience c'est nous-mêmes. C'est véritablement des pratiques très exigeantes et relativement lourdes. Hein. Alors évidemment ça apporte, hein, sinon on le ferait pas. Mais moi je pense que la popularisation de Samhain dans les années 80 est complètement parallèle à une espèce de vague New Age où on imaginait qu'on pouvait tout créer avec son esprit et qu'on pouvait tout transcender totalement les limites de la matière. Ce qui est potentiellement vrai, mais pas dans notre incarnation ici et maintenant. Il faut l'admettre. Donc, c'est de la Wicca que vient l'idée que Samhain est le nouvel an sorcier. Parce que, pour une des pratiques de la Wicca, hein, ça a été dit dès le début par Gardner et par Valiant et par tous ceux qui ont construit la Wicca, c'est que la witchcraft est une pratique de la Wicca. C'est-à-dire la sorcellerie est une pratique wiccan. La sorcellerie n'est pas, et c'est pour ça que je disais qu'il fallait se rassurer, enfin se réconcilier avec des mots, comme sabbat, comme sorcière, ce ne sont pas des gros mots, sorcellerie ne signifie pas mauvaises intentions, si vous le pensez, ben vous le pensez, mais c'est un tort, je veux dire, c'est une erreur conceptuelle, et sabbat, un sabbat, ça n'est pas une messe noire, du tout. C'est une réunion, et je reviendrai sur l'étymologie de ce mot, mais si on a une très mauvaise association à sabbat, c'est tout simplement parce qu'il y a un vieux fond antisémite qui reste associé globalement à tout travail ésotérique, étant donné que la Kabbale est une véritable fondation de tout travail ésotérique et du travail de la Wicca aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la période de Samhain Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'avance dans le travail des ombres. Je parle beaucoup du travail des ombres parce que c'est une dimension spirituelle qui me paraît fondamentale. Il est vraiment très important de conscientiser les choses. Le travail des ombres, au total, c'est Jung hein, qui en a parlé, le premier. Là, je vais pas faire de la psychologie jungienne, hein, c'est de l'application pure et simple. Il faut comprendre un principe de base, c'est que et ça c'est Jung qui l'a formulé, ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas conscientisé, votre corps ou votre vie vous obligera à l'affronter.
Alors, ce moment où nous quittons les temps de lumière pour aller vers les temps d'ombre, c'est vraiment un moment où on va allumer notre torche et où on va aller explorer nos ombres à nous, les zones de notre espace où on n'est pas à l'aise, des zones... Qu'est-ce que c'est que les ombres pour Jung? C'est tout ce qui n'a pas été valorisé en fait par l'entourage. C'est pas obligatoirement des défauts. Hein, mais c'est tout ce qui n'a pas été valorisé, mis en lumière, porté par les désirs de votre entourage. Et donc, ça peut être absolument n'importe quoi. Parce que, pour des raisons qui leur sont propres, vos parents peuvent avoir diminué en vous des espaces qui étaient pourtant extrêmement positifs. Le travail des ombres, c'est donc apporter de la lumière. Allumez votre torche et entrez dans les zones les moins valorisées de vous. Ce qu'on fait à Samhain aussi traditionnellement, c'est honorer ses ancêtres. Et là, il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre. Honorer ses ancêtres, c'est les reconnaître, c'est les saluer, quels que soient ses ancêtres. On peut avoir, il y a des ancêtres que l'on aime, mais il y a aussi des ancêtres dont on a honte. Et la relation aux ancêtres, elle peut être associée en ces temps, en 2022, parce qu'on est capable maintenant d'être à la fois nourri par la spiritualité et à la fois nourri par la rationalité. Hein. C'est-à-dire, on peut être pratique et mystique. On peut avoir un vrai contact avec une élévation de l'âme, avec la tentation d'être plus que ce qu'on est maintenant, avec le désir de se dépasser, le désir de croissance, toutes ces notions qui sont venues du développement personnel, associé à la psychologie, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a des racines au mal, reconnaître que nous ne sommes pas en possession complète de notre réalité, et associé aussi à la spiritualité. La spiritualité, c'est nous donner les moyens, justement, de transcender, d'alchimiser, de transmuter nos plombs en or. La psychogénéalogie, pour moi, le reconnaître ses ancêtres, l'hôtel aux ancêtres, moi qui ai une famille dysfonctionnelle depuis des générations, reconnaître ses ancêtres, c'est faire un travail actif de psychogénéalogie, qui est celui de mettre de la lumière sur le passé. N'oubliez pas que débloquer des nœuds énergétiques a de l'influence sur le futur, bien sûr, parce que sinon on le ferait pas, si c'était pas pour améliorer notre vie, mais aussi sur le passé. Je veux dire, on soigne sa lignée, la lignée qui ascendante, on la soigne, mais on soigne la lignée descendante. Et ça, c'est vraiment fondamental de concevoir que le temps, dans notre expérience, c'est un temps qui va dans un sens et on ne peut pas revenir en arrière. Mais le temps, dans une dimension quantique, et elle existe aussi, même si on n'en a pas l'expérience, ce temps est circulaire. Et ce que on dénoue énergétiquement, ce qu'on libère énergétiquement maintenant, ici et maintenant dans votre vie, dans notre vie, peut avoir des répercussions sur le passé et donc décaler un tout petit peu la dette karmique et permettre à vos enfants de se libérer de manière exponentielle. Voilà. Donc, honorer ses ancêtres en 2022, c'est reconnaître là d'où on vient et avancer là où on doit aller. Pour finir, pratique, qu'est-ce qu'on fait à Samhain en 2022? Alors, en 2022, j'insiste là-dessus parce que les particularités de 2022, c'est que si donc la date fixe de Samhain, c'est le 31 octobre, la date astrologique, c'est le 7 et le 8 novembre. Et le 7 et le 8 novembre, c'est quand même une date hyper importante en 2022. C'est la date de la pleine lune en Taureau, associée à une éclipse lunaire. Et c'est une sacrée pleine lune. Je vais enregistrer un podcast là-dessus et le podcast il va s'appeler Rien ne sera plus jamais comme avant, même si je ne peux pas dire, et si moi je peux pas le dire, c'est parce que d'autres bien plus savants que moi en astrologie ne peuvent pas le dire non plus, des gens en qui j'ai une totale confiance, qui signifie qu'il peut se passer n'importe quoi. Le 7 et le 8 novembre, il peut se passer n'importe quoi, aussi bien essentiellement collectivement d'ailleurs, hein, individuellement aussi, hein, parce que on est dans un temps où Uranus est en jeu, et si Uranus est en jeu, c'est vraiment, il peut se passer n'importe quoi. C'est comme, c'est équivalent à la foudre, hein, ça peut tomber n'importe où, on ne sait pas
ni pourquoi, ni comment. Tout ce qu'on peut savoir, c'est ce qu'on en fera. Le 2022 est vraiment une année très 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 particulière. 2021 l'a été aussi, 2020 l'a été aussi, et 2023 le sera. Ce sont des années pivots, des années charnières, des années fondamentales. Et donc cette pleine lune qui peut encore mettre la zone de manière très violente, elle a lieu 7 jours après la date de Samhain fixe, qui est une date traditionnelle, et donc le nouvel an sorcier. Si vous vous sentez touché par ces énergies-là de la Wicca, par les mondes invisibles, et par une manière d'aborder les mondes invisibles qui ne fait pas l'économie d'une réflexion, et qui ne fait pas l'économie d'une remise en cause des croyances et des acquis, c'est le bon moment pour faire un travail intérieur, vraiment, passer du temps avec soi, méditer, se promener dans la nature, bien sûr, prendre conscience des cycles, se poser, poser. Faire le tour de ce que vous avez écrit, des photos, de ce qui s'est passé cette dernière année, ces derniers mois. Regardez un petit peu ce que vous avez fait de 2022. Regardez l'écart entre ce que vous avez fait et ce que vous auriez voulu faire sans culpabilité et sans vous en vouloir, mais à l'intérieur d'une responsabilité, parce qu'en fait, cette spiritualité que je prône, celle que je pratique, c'est celle qui va nous faire rentrer dans la responsabilité de soi et la responsabilité de ses énergies. Être conscient et serein, ce qui va permettre d'avancer plus sereinement, enfin ouais, conscient et serein c'est la même chose, mais enfin avancer sereinement, avancer avec grâce et humilité, et accepter les guidances. On peut vraiment utiliser cette période pour travailler à se réconcilier avec soi, se réconcilier avec les autres, ceux qui sont morts et ceux qui ne le sont pas. Se réconcilier avec des parties de sa vie, se réconcilier avec des parties de son être. Et ça demande de les comprendre, de les voir, d'en prendre conscience, évidemment. C'est très important ce travail-là. Il y a des choses à faire aussi concrètement à Samhain. On peut aller visiter les morts, poser du romarin par exemple sur les tombes. C'est pas complètement absurde. On peut évidemment s'amuser avec Halloween parce que c'est pas du tout incompatible. S'amuser n'est pas incompatible avec le travail des morts. Je veux dire, vraiment, les morts ne sont pas des êtres compensés, sérieux, tragiques. Non, 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 non. De l'autre côté de la vie, les choses changent, les énergies changent, et globalement, les énergies négatives des défunts, elles peuvent être très puissantes et elles peuvent faire très peur, mais elles sont pas si fréquentes que ça. Il y a bien des énergies négatives, il y a bien du bas astral, ça c'est clair, mais c'est beaucoup nourri par notre peur à nous, c'est beaucoup nourri par le sens du drama, c'est beaucoup nourri par des émissions de télévision, c'est beaucoup nourri par le christianisme qui diabolise tout ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de liens, d'association entre les morts et le diable. Ça, c'est comme les tableaux, les planches Ouija. On en fait tout un plat partout aux États-Unis. C'est pas plus des portails qu'autre chose. Je veux dire, des portails, il y en a quelques-uns, mais on les crée. Et prenez des précautions, évidemment, avec les planches Ouija. C'est-à-dire que si vous jouez à ça, ben voilà, vous jouez avec quelque chose qui est plus fort que vous. Parce que les mondes invisibles sont plus forts que vous, à moins que vous ne les contrôliez totalement. Et à ce moment-là, vous êtes de grands occultistes et vous ne m'écoutez pas. Mais communiquer avec les morts, ça peut tout à fait se faire, et ça peut tout à fait se faire à ce moment-là, avec
évidemment des précautions d'usage, c'est-à-dire qu'on ne communique pas avec les morts, quels qu'ils soient. On n'invoque pas d'entité. Communiquer avec les morts et invoquer des entités sont des choses complètement différentes. Donc déjà, on n'invoque pas d'entité. Ensuite, si on communique avec les morts, c'est toujours dans un cadre où énergétiquement, on est très protégé. On a brûlé l'encens qu'il faut, on a fait les prières qu'il faut, on a levé un cercle, on a appelé les aides nécessaires et on est en confiance. Sinon, on ne le fait pas. L'autel aux ancêtres, c'est quelque chose que moi je considère comme important, mais c'est tout à fait... il faut prendre l'habitude de ça. Ça n'est pas traditionnel en France. Parce que honorer ses ancêtres, comme je le disais, c'est honorer ceux qui sont dans la lumière et les autres. C'est reconnaître là d'où l'on vient. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah oui, le temps de la pause est vraiment important. Aller déposer sur les tombes ou autour des morts du romarin, de la sauge, de l'armoise, des feuilles de chêne, des glands. Ça peut être tout à fait discret. Le chêne, les glands, le romarin, mais ça peut être un signe de paix et comment on dit, d'harmonisation des ondes, des fréquences, justement, pour s'il y avait quelqu'un de votre famille qui était pas complètement en raccord avec son passage dans l'autre monde, par exemple, ça peut aider. Et j'espère que j'ai dit je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, Samhain est une date importante. Si vous n'avez pas d'habitude de pratique, eh bien, connectez-vous déjà avec vos ressentis. Les choses avancent. Moi, je vous conseille de vous inspirer de ça. Je vous conseille d'aller lire aussi sur Samhain et sur la Wicca et sur la roue de l'année, de vous renseigner, de travailler, parce que voilà, ça demande du travail, de vivre. Je vous conseille de méditer et... Ah oui, Samhain, le 31 octobre, était une période tout à fait adaptée pour faire un tirage qui va vous permettre de voir, un tirage de cartes, de tarot, qui va vous permettre de voir clairement là d'où vous venez et là où vous voulez aller et d'établir déjà une première liste d'intentions, une première liste de travail que vous affinerez ensuite pour programmer l'année à venir, parce que quel que soit, même si vous n'avez pas de plan, enfin de projet, même si vous n'avez pas le projet d'écrire un best-seller ou de monter un site ou de construire une maison ou de vous installer comme, j'en sais rien moi, fleuriste indépendant, indépendant, je veux dire, il y a des food trucks, pourquoi il n'y aurait pas des flower trucks? L'idée, c'est que, quoi qu'il en soit dans sa vie, on a tout à gagner à mettre de l'intention et donc à avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et si je pouvais vous donner un conseil ici et maintenant, ce serait arrêter de vous laisser porter par le monde. Prenez conscience de votre valeur et prenez conscience de ce que vous pouvez faire pour réaliser votre valeur. Et pour ça, les mondes invisibles sont à votre service. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'ai été très longue. C'était Judith pour les magies de la lune. Bon sabbat de Samhain à vous tous.